Très bien. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Comme vous l'avez vu, en vous connectant à Zoom, les présentations seront enregistrées lors de la conférence. Nous pourront partager par l'entremise de ICANN-CME les enregistrements, mais nous arrêterons l'enregistrement durant les périodes de questions. Veuillez garder vos questions pour la fin des présentations. Vous pouvez aussi saisir vos questions dans le clavardage. Nous consulterons le clavardage à la fin de chaque présentation. Aujourd'hui, nous allons parler des bonnes pratiques en ergothérapie dans le contexte du malaise post-effort. Je donne la présentation, mais elle vous est présentée par l'entremise du groupe de travail de lycée l'ICANN CME. Nous sommes fortunés d'avoir de l'interprétation simultanée vers le français. Si vous voulez utiliser l'interprétation, veuillez consulter le guide. Vous pouvez aussi cliquer sur le globe terrestre, ensuite choisir le français pour la langue d'interprétation et mettre la langue d'origine en sourdine. Si vous avez des difficultés techniques au cours de la journée, envoyez un message à l'adresse Canadian AMI Conference à commercial@gmail.com et nous vous apporterons de l'aide le plus vite possible. J'aimerais remercier l'équipe de planification de la conférence qui a travaillé très fort. Il s'agit d'une session pré-conférence. La conférence officielle commence demain. Veuillez consulter le programme. Je crois que l'événement est remarquable. Vous pouvez vous inscrire. L'événement est gratuit. Vous pouvez participer en ligne et vous pouvez participer aux séances qui vous intéressent. J'aimerais remercier particulièrement ceux et celles qui ont offert leurs commentaires en vue de l'organisation de cet atelier aujourd'hui. Alain Moreau est notre directeur à ICAM-CME. Il y a Anita Franco, qui est coordonnatrice. J'aimerais aussi remercier l'équipe de leadership communautaire ainsi que le groupe de travail sur la formation et sur l'intervention médicale. Voici nos partenaires que je remercie grandement. Grâce à ces partenaires, nous pouvons vous offrir cette présentation aujourd'hui. Nous vous prions de tenir compte des éléments suivants pour la formation d'aujourd'hui et pour le reste de la conférence. Nous allons utiliser le terme de l'encéphalomyélite myalgique, EM, qui est le terme reconnu par l'OMS en 1969. Certaines personnes parleront de l'EMSFC, comme nous la désignons dans la recherche, mais il n'y aura pas de désignation ASFC pour le syndrome de fatigue chronique, car il s'agit de termes stigmatisants, comme on peut le voir par les termes, et cela peut créer la confusion et autres effets négatifs. Donc, nous allons plutôt utiliser l'encéphalomyélite myalgique EM. Reconnaissance territoriale, je vous parle de la ville de Montréal. Je reconnais que nous sommes sur le territoire traditionnel non cédé. J'aimerais prendre un instant pour reconnaître certaines personnes qui nous ont quittés à cause de l'EM. Nous sommes réunis lors de cette conférence pour plaider pour du changement, pour rendre hommage à ceux que nous avons perdus et pour trouver des réponses rapidement. Quelques mots au sujet du réseau canadien de recherche concertée interdisciplinaire sur l'encéphalomyélite myalgique. Il s'agit d'un réseau de recherche international qui est financé par les IRSC, les Instituts de recherche en santé du Canada. Je suis ergothérapeute établi à Montréal depuis 2013. Je n'ai rien entendu de l'EM lors de ma formation, mais un membre de ma famille a eu un diagnostic de M en 2020 après une gastro. Depuis cette époque, les personnes atteintes de M constituent ma clientèle principale. Je suis aussi membre du comité scientifique de l'Association québécoise de l'encéphalomyélite myalgique, AQEM. J'ai été membre du comité de consultation pour les guides sur le EM publié en 2023. Je suis aussi membre de plusieurs groupes de travail ici à ICAM CME. Nous avons beaucoup de matières à couvrir aujourd'hui.
Voici un survol de notre programme. Nous allons parler de fatigue chronique. Nous allons parler de malaise post-effort. Nous parlerons de la réadaptation pour la fatigue. Nous allons expliquer la différence avec la réadaptation pour d'autres groupes. Nous parlerons d'intervention, de retour au travail. Nous parlerons des choses à faire lorsque les assureurs limitent les interventions à 6 à 8 séances. Nous allons parler de l'adaptation de notre approche en tant que clinicien. Nous allons parler de l'évaluation du profil fonctionnel d'une personne atteinte de M. Nous allons parler de la communication aux partenaires. Nous allons parler de considération de contre-indications. Il y a certaines contre-indications qu'il faut connaître. Des choses que nous faisons pour d'autres clients, mais que nous ne devrions pas faire pour les personnes atteintes de M. Nous parlerons aussi des rôles des professionnels de l'équipe et nous terminerons avec une période de questions. Au cours de la présentation, vous verrez qu'il y a beaucoup euh, de contenu dans les diapos. C'est délibéré. Les diapos seront mises à votre disposition après la conférence. Nous voulons donc vous offrir tout- toute l'information nécessaire pour travailler avec vos clients atteints, atteints de M. Tout ce que vous verrez à l'écran vous sera mis à votre disposition après la conférence. Voilà pourquoi les diapos sont bien chargés. Parlons d'abord de fatigue. Lors de la formation, on nous explique que la fatigue fait en sorte qu'une personne a un plus grand contrôle sur sa fatigue qu'elle ne l'a réellement. En général, la fatigue peut être associée à la nutrition, la médicamentation, le sommeil et les niveaux d'activité. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer à la fatigue, qui sont au-delà du contrôle de l'individu, notamment le statut socio-économique, les rôles familiaux, les systèmes de soutien et l'environnement social, l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et des facteurs de l'environnement institutionnel, par exemple l'accès aux professionnels. Ici, nous avons une pénurie d'accès à des médecins de famille, par exemple. Ce sont des éléments qui peuvent contribuer à la fatigue d'une personne et ces facteurs sont au-delà du contrôle de l'individu. Parlons maintenant de la fatigue comme un symptôme. C'est un symptôme souvent associé à différentes situations. La fatigue peut souvent être chronique, elle est en dehors du contrôle de la personne. La fatigue peut diminuer si nous connaissons sa cause et si nous savons comment gérer la fatigue, si cette fatigue peut être gérée. Du côté droit, vous verrez qu'il y a différentes conditions où la fatigue est un symptôme. La fatigue peut être associée à ces conditions, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Cependant, nos clients peuvent nous donner des indices quant à leur fatigue ou de leurs symptômes de fatigue. Cela peut nous dire que ces personnes vivent quelque chose de différent que les clients que nous avons vus dans la liste précédente. Et nos clients nous confient qu'en travaillant trop fort le matin, ils doivent dormir tout l'après-midi. C'est inhabituel. Si les clients veulent faire des tâches, mais leur corps les en empêche, autrement dit, ils ont la motivation, mais ils n'ont pas la capacité de réaliser ces tâches, s'ils se rendent à des rendez-vous chez le médecin et qu'ils doivent prendre quelques jours pour récupérer, c'est un indice important. Certains clients veulent se sentir écrasés après leur week-end et vont nous confier qu'ils ne sont pas rétablis le lundi suivant. Ils travaillent du lundi au vendredi et ils sont complètement épuisés le samedi et le dimanche et ne peuvent pas être rétablis avant le lundi, ce qui est mauvais signe. Les clients peuvent nous confier qu'ils peuvent se forcer à faire de l'exercice, mais ils se sentent malades pendant quelques jours par la suite. Ça, c'est un indicateur très grave. Certains clients me confient qu'ils se sentent forcés de faire de l'exercice et c'est bien d'essayer de creuser un peu plus loin. Parfois, nos clients vont nous confier que leur médecin leur a conseillé de marcher ou faire du yoga tous les jours, mais cela ne fait qu'aggraver leur état. Lorsque les clients nous confient des choses de la sorte, il faut considérer que les clients vivent quelque chose au-delà de la fatigue. Parlons
de la fatigue chronique, symptômes ou syndrome. Nous savons que la fatigue est un symptôme de nombreuses affections aiguës. La fatigue chronique est un symptôme de nombreuses maladies chroniques. Le syndrome de fatigue chronique, qui est l'ancienne appellation de ce que nous appelons maintenant le M, diffère des autres affections médicales. En tant que clinicien, il est important de pouvoir faire la distinction entre la fatigue comme symptôme ou la fatigue comme le syndrome qu'on désigne maintenant comme l'encéphalomyélite myalgique, EM. Nous ne faisons pas de diagnostic, mais nous devons comprendre les conditions de nos clients. Parlons maintenant de l'EM. Voici les critères de diagnostic selon les critères de consensus canadien publiés en 2003 dans la recherche en ligne. Vous allez voir qu'il y a différents critères de diagnostic. Nous avons choisi de présenter ceux-ci aujourd'hui. Le M peut se manifester différemment en clinique chez différents clients. Il y a plus d'une centaine de symptômes associés à l'EM, mais il y a certains critères précis nécessaires afin de pouvoir obtenir un diagnostic d'encéphalomyélite myalgique. Évidemment, il doit avoir un certain degré de fatigue dans les symptômes, mais ces clients doivent aussi avoir le malaise post-effort et une période de reprise pathologiquement plus longue, plus de 24 heures normalement, une difficulté à se remettre de l'effort. Il doit y avoir un dysfonctionnement du sommeil. Souvent, les individus vont dire qu'ils n'ont pas un sommeil reposant. Ces personnes n'ont pas l'impression que leur sommeil les aide à se sentir reposés. La douleur est un symptôme courant d'un point de vue neurologique ou cognitif. Les clients doivent avoir deux des éléments suivants plus dans la liste. Souvent, les clients vont confier qu'ils sentent du brouillard euh, dans leur fonction cognitive. Nous allons aussi parler de tolérance à l'effort. Certaines personnes auront des difficultés digestives. Ici, j'ai indiqué aussi la perte de stabilité thermostatique. Nous constatons souvent des difficultés à réguler la température du corps et des symptômes semblables à la grippe si ceux-ci sont déclarés par le client, c'est mauvais signe. Les clients doivent avoir aussi l'un des trois critères suivants. Nous n'avons pas la tâche de diagnostiquer le M en tant qu'ergothérapeute. Cependant, nous avons la responsabilité de comprendre le profil clinique de notre clientèle. Et avant tout, nous devons comprendre le critère numéro 2, soit le malaise post-effort, MPE. Certains faits importants au sujet de l'EM, il y a plus d'une centaine de symptômes associés à l'EM. Il n'y a pas de traitement approuvé ni de remède reconnu. Il s'agit d'une condition permanente. La guérison est extrêmement rare. Selon les données actuelles, 5% de la population vont avoir une certaine rémission, mais ces personnes doivent être très prudentes pour éviter les risques de malaise post-effort. Donc, il n'est pas évident de déterminer si les personnes sont remises. Le M est grave et provoque des dysfonctionnements prolongés. Il n'y a pas de définition unique, où il n'y a pas une seule source pour déterminer les niveaux de gravité de l'EM, mais certaines personnes atteintes de M vont considérer que leur état est grave et d'autres personnes modéré. Peu importe le degré de gravité, chaque personne atteinte de M aura des limites fonctionnelles importantes. Même quelqu'un qui affirme avoir une EM modérée,
ces personnes auront néanmoins des limites fonctionnelles importantes. Le EM est épisodique et fluctuant. C'est très important de savoir que les personnes atteintes de EM vont peut-être avoir des périodes meilleures et d'autres moins bonnes, mais il ne faut pas présumer que la maladie est temporaire ou que la maladie s'améliore au fil du temps. Il y a des hauts et des bas, mais cette condition ne s'améliore pas avec le temps. Le malaise post-effort, je désignerai dorénavant comme le MPE par souci de temps. Il s'agit du symptôme le plus important de l'encéphalomyélite myalgique. Il faut donc expliquer ce que le malaise post-effort est et ce qu'il n'est pas, afin qu'en tant que clinicien, nous puissions avoir des interventions sécuritaires auprès de notre clientèle. En quoi consiste le MPE? Par définition, il s'agit d'une aggravation des symptômes du patient et une réduction supplémentaire de son fonctionnement après un stress physique, cognitif, orthostatique, émotionnel ou sensoriel. Il y en a un autre, soit environnemental. Il s'agit d'une aggravation des symptômes après un effort. Le MPE fait partie de l'EM. Il y a une expérience semblable à ce que les personnes atteintes de COVID long. Le MPE a un délai d'apparition. Les personnes vivront le MPE 12 à 24, voire même 48 à 72 heures après l'effort. Ce n'est pas un effet immédiat. Souvent, c'est seulement le lendemain que le MPE est vécu. Le MPE nécessite une plus longue période de reprise d'une activité qui ne correspond pas à l'effort fourni. Par exemple, une personne peut faire un effort de 10 minutes et vivre le MPE pendant 2 ou 3 jours par la suite. Le temps de récupération ne correspond pas du tout à l'effort fourni. Le MPE peut durer des jours, des semaines et des mois. Le malaise post-effort peut être décrit comme étant un crash. Des personnes vont sentir qu'elles ont ce crash pendant quelques jours, voire quelques semaines, des mois. Et on ne sait pas quelle sera la durée de ce malaise chaque fois. Voilà ce que constitue le MPE. Mais le MPE n'est pas la fatigue. Le MPE n'est pas le déconditionnement. Cela ne veut pas dire que la personne manque de force pour accomplir la tâche. L'MPE n'est pas l'intolérance à l'activité physique en raison d'une autre maladie chronique, notamment des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires, des douleurs articulaires ou arthrose. Ce n'est pas le MPE. Si l'intolérance est due à l'une des choses, le MPE n'est pas une conséquence normale ou connue d'un excès d'activité physique. Ce n'est pas de la fatigue et muscles endoloris après l'exercice. Ce n'est pas la fatigue qu'une personne sent EM après avoir fait une randonnée toute la journée et se sentir fatigué par la suite. Ce n'est pas quelque chose qui constitue un MPE. Voici 2 citations qui peuvent nous aider à comprendre comment le MPE et le syndrome de fatigue chronique diffèrent. Ici, dans la fatigue, vos batteries se sentent épuisées. En MPE, c'est comme si les batteries manquent au complet. C'est l'aliénation des possibilités. Il faut se souvenir que le MPE n'est pas la fatigue. Il s'agit d'une impossibilité de se remettre des efforts dans un délai raisonnable. Vous allez peut-être constater dans vos pratiques qu'il y aura plus de personnes référées avec le terme fatigue plus qu'avant. C'est très courant. En EM, nous avons eu beaucoup de questions à ce sujet, car les cliniques vont recevoir de plus en plus de personnes référées pour la fatigue. Comme vous savez peut-être, la pandémie de COVID-19 est l'événement invalidant de masse le plus important depuis la pandémie de grippe de 1918. Les maladies chroniques associées à une infection, les IACC,
J'y ferai référence si je peux. Il s'agit de maladies chroniques déclenchées par une infection. Il y a différents pathogènes qui peuvent être associés au développement de ces IACC, de ces infections, mais qui ont des caractéristiques communes. S'il y a un virus connu qui circule, on peut s'attendre à une augmentation des personnes atteintes d'IACC, car ces virus peuvent provoquer des maladies chroniques. Voici une liste de virus qu'on sait peuvent déclencher des maladies chroniques. Vous allez peut-être connaître certains de ces virus, comme le SRAS COVID-2, le SRAS, l'Ebola, la polio, ainsi de suite. Mais aussi des pathogènes non viraux qui peuvent déclencher des IACC. Je vous explique l'importance de ceci. Au début de 2022, l'Agence de santé publique du Canada a indiqué qu'environ 3,5 millions d'adultes canadiens avaient présenté des symptômes à long terme à la suite d'une infection par le COVID-19, mais n'ont pas tenu compte des enfants ni des personnes vivant sur des réserves autochtones. Donc, la prévalence pourrait être encore plus élevée. Ça, c'est en 2022. Nous sommes maintenant à la fin de 2025. Le chiffre pourrait être substantiellement plus élevé. Avant la pandémie, la statistique au Canada faisait en sorte que plus de 500 000 personnes au Canada étaient atteintes de M, ce qui représentait environ 1,9 % de la population. Nous savons maintenant qu'au moins 50 % des personnes atteintes de la COVID longue vont répondre aux critères de diagnostic de M. Donc, ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé. Au début de 2024, on a estimé qu'environ 15 % des personnes infectées par le COVID-19 au Québec présentaient des symptômes à long terme connus sous le nom de COVID long. Autrement dit, une bonne part des personnes infectées continuent de faire face à des problèmes de santé persistants. Si vous avez des références pour la fatigue, cela se poursuivra. Et si vous avez constaté de la fatigue chez les personnes référées, c'est l'une des raisons qui pourrait l'expliquer. Voici un exemple d'une personne qui vous a été envoyée. J'ai apporté quelques changements d'une personne qui m'a été envoyée. Une femme de 26 ans présentant une fatigue invalidante. Elle est en arrêt de travail depuis un an. Elle a essayé de faire un retour progressif au travail à plusieurs reprises, mais à chaque occasion, son état s'est détérioré. Son médecin croit qu'elle a un trouble du sommeil, car elle fait des siestes durant la journée à cause de sa fatigue. Elle se force à voir ses amis, car cela la rend heureuse, elle croit que c'est important, mais elle passe les prochains jours à rester au lit. Elle a des antécédents d'anxiété, mais elle croit que son anxiété est bien contrôlée par les médicaments. Le mandat de l'assureur ou du médecin était d'évaluer la possibilité d'un retour au travail et de mettre en place un programme de réadaptation. Dans ce cas référé, il y a des indicateurs importants qui m'ont amené à ressonger à mon approche. Voyons voir quels sont ces drapeaux rouges. Le premier signe, c'est qu'elle a essayé un retour au travail progressif, mais son état s'est aggravé chaque fois. Donc, son retour progressif au travail avait un effet négatif sur sa santé. Elle sieste quelques fois par jour à cause de sa fatigue. C'est un élément que je dois considérer. Elle se force à voir ses amis. Comme j'ai dit, c'est un client déclare se forcer à faire quelque chose, peut-être que ces personnes ne se sentent pas en mesure de faire cette tâche malgré leur motivation. Lorsqu'elle se force à voir ses amis, elle passe quelques jours à se reposer au lit. C'est un autre drapeau rouge. Les drapeaux rouges m'ont amené à me poser des questions si cette cliente vivait un malaise post-effort. L'augmentation de son effort menait à une détérioration. Elle ne peut pas rester réveillée toute la journée à cause de sa fatigue. Elle se force à faire une activité qu'elle aime faire. Par la suite, son fonctionnement baisse de façon significative. Donc, ce sont des facteurs qui me laissent croire qu'elle vit un malaise post-effort. Quoi faire si vous avez une personne référée que vous pensez que le client vit
un MPE, mais n'a pas un diagnostic officiel. En tant qu'ergothérapeute, je sais qu'à cette session, il y a aussi des travailleurs sociaux et des physiothérapeutes. Aucun de nous pouvons diagnostiquer le M, mais si nous soupçonnons que le client peut vivre de l'EM, nous avons une responsabilité quant à la sécurité de nos interventions, nos recommandations quant au retour au travail. Si nous faisons une évaluation de capacité fonctionnelle, et ainsi de suite, même si nous ne pouvons pas poser le diagnostic de M, on ne peut pas dire hors de tout doute que cette personne est atteinte de M à cause du MPE. Nous avons la responsabilité de faire le dépistage du MPE afin de ne pas demander à nos clients de faire quelque chose qui serait négatif pour leur santé à long terme. Car les épisodes persistants et répétés d'MPE sont associés à une aggravation du prognostic fonctionnel à long terme. Et c'est très important. Je vais le dire d'une autre manière. Les épisodes répétés de MPE peuvent réduire de façon permanente l'enveloppe énergétique d'un client. Notre tâche est d'aider nos clients à réduire la fréquence du MPE. Les clients, ils peuvent rester dans les limites de leur enveloppe d'énergie, peuvent vivre une amélioration de leurs symptômes. Je dis peuvent car ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Et une amélioration des symptômes peuvent être vécus à long terme ou à court terme selon le vécu du client. Mais il faut retenir que les épisodes répétés du MPE peuvent aggraver la santé d'une personne. En tant que clinicien, nous devons déterminer si un client vit un MPE pour que nos recommandations ne font pas en sorte que ces clients vivent des MPE plus fréquents. Comment déterminer si un client vit un MPE? Voici quelques lignes directrices que j'ai prises des lignes directrices du Québec pour l'EM. Ces lignes directrices ont été traduites en anglais, ce qui est merveilleux, afin que plus de personnes puissent y avoir accès. Il y a aussi ces lignes directrices en français, ce qui est bien pour les populations francophones. Voici des importantes questions, des choses à noter dans l'entretien initial. Ainsi, vous pouvez voir si le client vous donne des indices de vivre un PR. Nous voulons savoir ce qui arrive après une activité. Si le client dit cuisiner 3 fois par semaine, on veut savoir quelle est la réaction physique. Est-ce qu'il est possible de se remettre d'avoir fait de la cuisine? Est-ce que vous êtes obligé de vous reposer par la suite? Il faut poser des questions sur ce qui arrive si les clients essaient de dépasser leurs limites. Qu'arrive-t-il si vous marchez plus longtemps que vous pensez le faire? Avez-vous modifié vos activités à cause de l'impossibilité de votre corps à se remettre de l'effort? Nous pouvons poser ces questions lors de l'entretien initial. Vous pouvez consulter ce guide à la fin de la présentation. J'inclus le lien et vous pouvez aussi chercher par l'acronyme du guide de l'INES, INESSS. Vous pouvez demander au client de répondre à ces questions pour aiguiller le médecin quant au MPE. Il y a aussi le questionnaire de Paul à 10 points. Ce n'est pas un questionnaire parfait et les auteurs n'affirment pas que c'est un questionnaire parfait, mais il peut aider à déterminer comment un client peut se remettre ou ne se remet pas des différents efforts. C'est une ressource disponible gratuitement en ligne, disponible en français. Il y a la version française, peut-être des versions dans d'autres langues aussi. À Montréal, j'utilise les versions anglaises et françaises. Vous allez voir 5 symptômes. On pose des questions sur la fréquence et la gravité de chaque symptôme au cours des 6 derniers mois. C'est des réponses aussi oui ou non pour les 10 dernières questions. Encore une fois, ce n'est pas l'outil magique pour le dépistage de MPE. Il n'y a pas un seul outil qui peut déterminer clairement si le client vit ou ne vit pas de MPE, mais ce sont une combinaison du questionnaire de Paul et certaines questions du guide de l'INES. Et si nous tenons compte des déclarations des clients lors de l'entretien initial, nous pouvons faire notre dépistage. Nous pouvons
aider à informer le médecin. Que faire si le client semble vivre un MPE? Premièrement, ne pas l'encourager à en faire plus pour se sentir mieux. C'est quelque chose que nous recommandons à d'autres clients. Mais il ne faut pas faire avec des clients pour lesquels nous soupçonnons qu'ils ont un PE. Il ne faut pas leur demander d'en faire plus. Car s'ils ont des épisodes répétés d'un PE, il peut y avoir une aggravation permanente de l'état. Il ne faut pas demander à ces clients de prendre une marche ou faire du yoga tous les jours. Ne pas suggérer qu'ils doivent se forcer à sortir, même si ils ne se sentent pas capables de le faire. Ne pas suggérer qu'ils sont déconditionnés à cause de longues périodes d'inactivité. Peut-être qu'ils se reposent beaucoup, mais ils ne vivent pas du MPA à cause d'un déconditionnement. Il ne faut pas proposer un programme d'exercice progressif. Enfin, il ne faut pas les encourager à dépasser leurs limites. Peut-être que ce sont des recommandations pour d'autres clientèles, mais pour les personnes qui vivent peut-être un PE, il faut penser l'inverse. Il ne faut pas leur demander à en faire plus. Dans la plupart des cas, j'encourage mes clients atteints d'un PE à en faire moins plutôt que plus. Ce sont des choses que nos clients veulent faire. On n'a pas besoin de leur dire de le faire. Nous devons les aider à comprendre que ces éléments peuvent être nocifs. Il faut leur recommander de s'arrêter, de se reposer et de trouver leur rythme et les aider à économiser de l'énergie lorsque les clients le peuvent. Parlons tout d'abord de réadaptation. Nous sommes des professionnels de la réadaptation. La réadaptation est peut-être le titre de notre formation. Pour les ergothérapeutes, j'étais formé comme ergothérapeute dans l'école de la science de réadaptation. Mais quelle est la définition de réadaptation et comment cette définition peut s'appliquer dans le contexte de M? En 2020, une revue systématique Cochrane a trouvé qu'il y a 187 définitions du terme réadaptation utilisées par les usagers, les partenaires et les chercheurs. 187 définitions. Les chercheurs ont déterminé que la réadaptation est un processus, une stratégie centrée sur la personne. Les mots restaurer, améliorer et réduire se situaient au bas de la hiérarchie des définitions. Les auteurs ont indiqué que ces termes évoluent, ils changent et ils prennent des sens différents selon le contexte. Mais ces différentes définitions deviennent problématiques pour les personnes ou les organisations qui souhaitent exercer un contrôle sur les activités, la prestation de services centrés sur la signification d'un terme. Donc, si vous faites partie de l'équipe de réadaptation et que vous avez des mandats d'assureurs pour des programmes de réadaptation, est-ce que vous avez les mêmes définitions de réadaptation que les assureurs? Avez-vous une compréhension commune? Je ne le sais pas. Nous allons en parler. Voici des définitions. du- Les définitions entrent en jeu lorsqu'un un plan de traitement est demandé par un tiers, lorsque les cliniciens se font demander d'un calendrier de retour au travail pour un client, lorsque nous devons justifier la poursuite de nos interventions. Utilisons-nous la même définition de réadaptation que nos partenaires et nos clients? Et j'inclus les clients, car les clients n'ont peut-être pas la même définition que réadaptation que les cliniciens. Donc, il faut être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il faut savoir quelles sont les attentes en matière de réadaptation. Que signifie la réadaptation pour les personnes atteintes d'EM? Il faut songer aux objectifs réalistes pour les personnes atteintes d'EM. Est-il réaliste de dire que le client pourra cuisiner 2 repas par semaine en l'espace de 4 semaines?
C'est un objectif réaliste pour un ergothérapeute à la fin de l'évaluation initiale. Le client pourra cuisiner 2 repas par semaine en l'espace de 4 semaines. Mais est-ce que c'est réaliste pour une personne atteinte de M? Combien de repas le client cuisine en ce moment? Est-ce que ces personnes vivent un MPE chaque semaine? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils augmentent leur activité hebdomadaire sans que leur état s'aggrave? Si vous évaluez des clients qui vivent peut-être un MPE, le M ou la COVID longue avec un MPE, est-ce que vous utilisez les objectifs normaux ou est-ce que vous personnalisez vos objectifs pour la population particulière? Qu'arrive-t-il lorsqu'on utilise des objectifs habituels dans des plans d'intervention? L'assureur ou l'agent payant ou le médecin va voir ces objectifs et croire qu'il s'agit d'objectifs réalistes malgré la condition particulière. Donc, il faut penser quels sont les objectifs de réadaptation réalistes pour les personnes atteintes de M. Est-ce que le retour au travail est réaliste? Dans ma profession, il est courant pour les ergothérapeutes d'écrire que pour la fin du plan d'intervention, le client pourra commencer un retour progressif au travail en 12 semaines. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que nous allons porter atteinte au client en écrivant cet objectif? Il faut reconnaître que jusqu'à 75% des personnes atteintes de M sont incapables de travailler du tout. Donc, si vous avez un client pour lequel vous soupçonnez qu'ils vivent un MPE, ce qui signifie qu'ils ont peut-être le M, est-ce que le retour au travail est réaliste? Alors, la plupart des personnes atteintes de M ne retourneront pas au travail. Voici la référence pour cette statistique, mais je dois admettre que dans mon expérience clinique, plus de 75% de mes clients sont incapables de travailler. Très peu de mes clients sont en mesure de travailler. Moins de 25%, hors de tout doute. Voici une question pour les ergothérapeutes. Sommes-nous trop concentrés sur l'objectif de retour au travail? Comment peut-on mieux gérer les attentes des clients, des médecins et des assureurs en ce qui concerne la réadaptation? Il faut vraiment songer aux attentes. Quelles sont vos attentes, les attentes des clients et quelles sont les attentes des tiers? Parlons de l'amélioration pour un client atteint de M, surtout s'il y a de la réadaptation. Quand il y a de la réadaptation, il y a une attente d'amélioration. Mais pour quelqu'un atteint de M, l'amélioration est différente de l'amélioration pour d'autres clientèles. Cherchons-nous une augmentation des capacités fonctionnelles ou cherchons-nous une réduction de fréquence et d'intensité du MPE? Je vais vous dire la réponse. C'est la deuxième partie. Pour les clients atteints de M, l'amélioration signifie une réduction de la fréquence et de l'intensité d'MPE. C'est l'objectif de la réadaptation. L'augmentation des capacités fonctionnelles n'est pas nécessairement déterminée comme une amélioration pour nos clients. Ce que nous cherchons pour les clients atteints de M ou de COVID longue avec MPE, c'est la stabilité de l'enveloppe d'énergie. Et j'aurai un schéma pour vous le démontrer. Mais cela représente une amélioration de M. La plupart des clients se présentent dans un cycle push-crash que je vous expliquerai dans un instant. Et l'amélioration signifie la stabilité. C'est l'objectif de la réadaptation pour nos clients atteints ou qui ont un MPE. Afin de s'améliorer, la majorité des clients vont devoir réduire leur effort, ce qui est l'opposé de nos autres clients. Mais nos clients avec un PE devront faire moins d'efforts pour atteindre la stabilité. C'est l'inverse de ce qu'on nous a appris et c'est l'opposé de ce que la majorité des systèmes s'attendent. Les médecins, les assureurs, les autres intervenants, ils s'attendent à une augmentation des capacités fonctionnelles et nous devons travailler avec ces acteurs pour réajuster les attentes. Il faut aussi travailler auprès des clients afin de comprendre les objectifs et les attentes, car nos clients souhaitent retourner au travail. Les clients
ne savent peut-être pas quels sont les vrais objectifs de réadaptation. En parlant de réadaptation, parlons d'intervention maintenant. L'intervention principale en MPE, c'est le pacing. Je vais vous expliquer en quoi consiste le pacing. L'établissement d'un rythme, c'est l'autogestion d'une activité. Ça peut signifier différentes choses. Premièrement, c'est réaliser une activité durant le jour qui est relativement meilleure, ce qui diffère d'un client à l'autre. Certains clients trouveront qu'ils peuvent tolérer des efforts plus le matin, d'autres toléreront plus l'effort l'après-midi. Il faut travailler avec les clients pour trouver le moment de la journée qui semble relativement meilleur, car leur enveloppe d'énergie fluctue durant la journée. Le pacing, c'est-à-dire l'autogestion de l'activité, nécessite de faire 50% de moins de ce que les patients croient être capables de faire. Vous demandez aux patients ce qu'ils pensent pouvoir tolérer, vous réduisez cet effort de moitié pour rester bien en dessous des limites. L'objectif est d'éviter le MPE. Le pacing, c'est le repos lorsque la personne ressent le besoin, mais c'est aussi se reposer avant un effort intense. Je parle aux clients que le repos peut servir de facteur de prévention. Si les clients se reposent seulement lorsqu'ils en ressentent le besoin, ils vont peut-être se retrouver dans une boucle de survie. Et les clients se reposent seulement lorsque c'est une question de survie, mais le repos devrait faire partie de leur plan d'intervention. Le pacing est une stratégie de gestion de symptômes. L'objectif de pacing, c'est de réduire l'intensité des symptômes et d'éviter les cycles boom-bust. Et je vais vous montrer un schéma pour vous illustrer ce que cela signifie. Le pacing n'est pas euh, un traitement ou un moyen de guérison. Cela ne va pas guérir le M et ne fera pas en sorte que le MPE disparaît. Donc, ce n'est ni un traitement, ni un remède. Et ce n'est pas une augmentation graduelle de l'activité. L'objectif du pacing, ce n'est pas d'en faire un peu et un peu plus et un peu plus d'un jour à l'autre. Nous ne sommes pas dans ce cadre. Nous cherchons plutôt à trouver un niveau d'activité stable en alternance avec le repos. Donc, il n'y a pas une augmentation graduelle. J'ai fait référence au cycle boom-bust. J'ai une pratique privée et lorsque les clients me parlent, ils sont dans le cycle boom-bust, qu'on connaît aussi le cycle push-crash, effort crash. Vous allez peut-être voir des clients qui ne savent pas qu'ils ont un PE, qu'ils sont dans un cycle boom-bust. C'est un peu comme des montagnes russes, des grandes augmentations de niveau d'activité, épuisement, vivre le MPE, devoir se reposer quelques jours, et après le repos pendant quelques jours, ils ont une baisse des symptômes, donc ils augmentent leur niveau d'activité, ils se retrouvent dans cet état en dents de scie d'avoir un surépuisement, des longues périodes de repos, ainsi de suite. Vous pouvez voir en rouge où on voit le cycle boom-bust et en vert, on voit l'approche avec le pacing. Je le présente de différentes manières aux clients. Tout d'abord, j'utilise le terme enveloppe d'énergie avec les clients et je leur explique que l'enveloppe d'énergie est ce qui peut être toléré sans causer de MPE. Si à 100 au maximum, si à 100, il y a un déclenchement d'MPE, l'enveloppe d'énergie est en dessous de ce seuil. Il ne faut pas se rendre à un seuil où le MPE peut être déclenché. On ne veut pas même être dans ce niveau à risque. On veut gérer les niveaux d'activité pour rester bien en dessous de ce sommet qui causera l'MPE. Donc, vous voyez les lignes vertes ici. Le pic n'est pas aussi élevé. C'est pas aussi élevé. Niveau de l'activité d'exercice, c'est moins intense, c'est de courte durée. Donc, le reprise ne prend pas plusieurs jours, ça prend plusieurs heures plutôt. Ou de repos, dépendant de ce qu'on va faire, hein.
ou l'effort. Ici, le pacing, c'est il faut diminuer le rapport, en fait, entre l'effort, en fait, dans l'enveloppe d'énergie. Cette enveloppe, c'est ce que le client est capable de tolérer sans ressentir les SME, les MPE, les MPE. Donc, parler de l'enveloppe d'énergie. L'enveloppe, donc, c'est la collection, en fait, les efforts pendant la journée. Examinons les différents types, en fait, d'efforts qui sont possibles. Donc, en fait, il y a des menaces aussi. Il y a des comorbidités. Les comorbidités, c'est les conditions, en fait, qui peuvent se produire aussi. En fait, toutes les autres conditions présentes aussi menacent, en fait, cette comorbidité aussi. Également les infections. Si le client tombe malade, si le COVID, si le client est atteint de COVID. Alors, toute infection met le client à risque. C'est une menace au niveau de total d'énergie parce que les conditions, comme on veut dire, infection, demandent l'effort. Donc, il y a aussi des fonctions corporate aux normes constantes. Ça demande de l'effort. L'effort. Digestion, c'est sûr, ça demande de l'effort. La respiration, ça demande de l'effort, de bien respirer, de bien souffler. Fréquence cardiaque, pression artérielle, ce sont des efforts. Et il y en a beaucoup d'autres aussi. Alors, sont fonctions corporelles. Nous, comme cliniciennes, il faut réfléchir aux efforts, en fait, pour une tâche donnée. Mais les personnes avec l'MPE ou des maladies chroniques, surtout avec les MPE, les maladies post-efforts, ces efforts vont être pris en compte quand on prend l'énergie totale à sa disposition si on fait l'analyse de la tâche à faire. Parce que ça touche le corps en ce moment. Comme la tâche à faire, mais c'est les autres choses qui se passent en même temps, les autres. On parle de l'effort. Quels sont les différents types, les efforts de tâche euh, 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 pour ME, il y a 6, on nombre de 6 efforts. Le premier effort physique, les mouvements, c'est un effort physique. Manger dans une assiette, c'est quand même un peu de mouvement. Il y a un effort physique impliqué. Nous avons ce qu'on appelle orthostatique, selon la position corporelle, la position verticale. Donc, si le corps est assis, debout, pendant la tâche, il y aura une certaine demande d'effort, demande d'énergie. En fait, une tâche en position verticale, debout, mais debout, c'est plus exigeant qu'une tâche assise. Nous avons également, en fait, les cognitifs, les efforts cognitifs, en conversation, faire de la lecture, prise de décision. Tout ce qui demande, en fait, le cerveau, en fait, se positionne. Donc, c'est un effort cognitif. Pour les EM, en fait, le cognitif et le sensoriel sont deux différents. Le cognitif, c'est le cerveau qui est actif. Sensoriel, l'effort sensoriel, c'est l'interprétation de bruit fort, lumière, vibration, odeur, toucher. Sont, sont- Ce sont des efforts sensoriels, naturellement. Donc, c'est un environnement très fort. Dans la voiture, il y a beaucoup de vibrations dans la voiture, ou vous êtes dans un train, dans l'autobus. Donc, il y a d'autres personnes qui sentent mauvais ou qui portent des parfums trop forts. Il existe aussi des efforts émotionnels, plus difficiles à mesurer, bien sûr. En fait, il y a aussi des personnes qui ont beaucoup de joie, beaucoup de joie. Et c'est un effort, même si on pense que la joie est naturelle. Donc, on n'y pense pas comme un effort quand vous avez senti beaucoup de joie. Mais c'est l'excitation. Pour les personnes avec la main, les émotions. Donc, il faut gérer les émotions. En fait, pour éviter l'excitation, la tristesse. Finalement, l'effort d'ordre environnemental, où se fait la tâche? Donc, le tâche, comme le changement de température,
Il faut l'ajustement du corps, pression barométrique, les allergènes, les qualités de l'air, facilité de respirer. Tout ça va demander un genre de réponse du corps. L'environnement dans lequel la tâche se réalise déterminera la quantité d'effort environnemental. Pour moi, il y a beaucoup de clients ne tolèrent pas l'effort pendant la chaleur, pendant les grandes chaleurs. Ah, et c'est sûr, c'est la même tâche qu'on fait pendant le grand chaleur ou pendant une période plus modérée, avec température plus modérée, plus frais. Donc, ce sont les 6 efforts que je vais définir et nous allons les prendre en considération lorsqu'on faisons de l'analyse des besoins des tâches à réaliser par le client. Mais je vais mettre en lumière aussi, il est important aussi, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Nos collègues en physiothérapie le comprennent peut-être, mais moi, je l'avais appris quand j'ai fait l'ergothérapie. L'effort orthostatique, par exemple, c'est les positions, vous les voyez, le corps est mis dans une position verticale, on va s'adapter pour la circulation sanguine dans le contexte de gravité. Circulation du cœur doit monter vers le cerveau et le circuit qui descend vers le pied doit remonter le même chemin. Donc, il y a beaucoup de circulaire, donc le cœur bat plus vite lorsque personne est en position verticale, debout ou assis. Il y a plusieurs conditions en fait où ce mécanisme de circulation sanguine contre les gravités est dysfonctionnel. Ils ont montré que les fonctions cognitives se détérioraient après un effort orthostatique chez les personnes atteintes de EM. Et c'est sur les conditions où il y a une intolérance orthostatique. Le mécanisme est déréglé. Si vous avez un client, vous soupçonnez qu'il vit le MPE, ils ont peut-être une intolérance orthostatique, ça veut dire debout. Le corps travaille très fort pour envoyer le, le sang contre la gravité pour faire la circulation. Les études démontrent que les fonctions cognitives diminuent après l'effort orthostatique avec les personnes qui ont des EM. Les personnes avec un EM fait un effort orthostatique, il change, il est en position verticale, il vit, en fait, il manque de circulation et les fonctions cognitives diminuent. Et le niveau de tolérance en bas se détériore après un effort orthostatique. Ici, j'ai une progression. En fait, ce qui est le plus demandant, en moins demandant, ça va le plus vers la moins position horizontale. Le sang circule facilement, beaucoup plus facilement, à cause de l'absence de gravité. Donc, si la personne ne peut pas être en position toute la journée, il peut pas. Donc, certains parents qui peuvent tolérer une certaine position verticale. Donc, c'est être supin ou attendre pour l'inclinaison, plutôt pour les tâches cognitives. Assis, mieux que debout. Toutes les tâches qui se font assis. Ici, on fait un assis avec, en fait, en inclinaison. Toutes les tâches qui peuvent être faites en position complètement supine, on demandait un de ces deux positions pour diminuer l'effort orthostatique et pour maximiser la circulation sanguine au cerveau, parce qu'on veut une bonne circulation. Parce que, afin de déterminer ou calculer l'effort qu'il faut. On va faire une analyse de tâches. Les ergothérapeutes, pour les personnes qui ont les EM, on doit revoir nos compétences en analyse de tâches, parce qu'avec cette population, on a 6 façons d'analyser l'effort. Le client avec la paralysie cérébrale. Admettons que le client regarde le film sur le divan et les lumières sont fermées. Donc, on va faire l'analyse de cette position. D'un point de vue physique, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de demande. Il va changer le volume ou peut-être quelque chose, mais il y a peu d'effort physique.
Donc, c'est une activité qui ne demande pas trop d'efforts. Pour l'effort orthostatique, il peut demander un petit effort, peut-être de personne horizontale sur les ventres. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exigence. Pour les perspectives cognitives, pour regarder un film, il faut la concentration pour suivre l'histoire, pour la mémoire pour se souvenir des scènes, des personnages précédents. Donc, il y a un effort cognitif de regarder un film. Et sur le point de vue sensoriel, il y a un écran lumineux. En fait, c'est un grand écran visuel, mais il y a aussi l'auditif, les sons et les voix qui représentent beaucoup d'efforts sensoriels, même si on regarde un film. C'est une activité sédentaire, mais les gens veulent se détendre. Et les clients avec un mot, il y a deux efforts importants pour regarder un film. Maintenant, les sensoriels, maintenant émotionnels, peut-être les sentiments qui sont vécus. Peut-être que le film, c'est peur, stress, suspense, ou on va éclater un rat si on rit trop, si on rit. J'ai pas parlé d'environnemental ici, parce que j'assume qu'ils sont chez eux, dans un environnement qui est sécuritaire, chez soi, dans son foyer. Ça peut être pas aussi important. Ce qu'il faut retenir, ceux qui sont en position de détente, pour la plupart des gens qui n'ont pas de EM, c'est pas nécessairement aussi reposant pour les personnes qui ont des EM ou des MPE. hein. C'est les films, il y en a fort. Cognitifs, sensoriels, émotionnels, en fait, qui sont exigés. Parlons maintenant le théorie de cuillère. Enfin, cuillère, vous savez, le théorie des cuillères, c'est une façon d'expliquer, de regarder, de représenter les efforts nécessaires. Puis, de façon unique de répondre à chaque effort qu'il faut, en fait, mesurer combien d'efforts. Les personnes qui n'ont pas de maladie chronique, il y a un nombre illimité de cuillères. Cuillère à thé, cuillère à café. Donc, dont il va se tenir compte qu'il faut l'effort qu'il faut utiliser. Les personnes sans maladie chronique, l'activité physique et le sommeil leur permettent de faire le plein d'énergie. Peu importe donc l'inactivité, c'est sûr qu'on on peut aller faire un promenade et on se sent réénergisé en fait. Mais c'est pas le cas pour les personnes atteintes de euh, ME ou qui ont des MPE. Donc, prendre en considération qu'il y a un budget de cuillerée selon la condition. Déjà, l'ME, c'est une question influctuante. C'est pas typique, il n'y a pas de jour semblable. Et on voit, vous avez seulement 12 cuillerées par jour, comment vous allez utiliser votre cuillerée. Admettons le budget, on parle de 12. Peut-être demain, ils auront seulement 3 cuillerées le jour même. Ou peut-être, donc le budget varie à chaque jour. Les coûts des activités changent à chaque jour. L'énergie n'est pas la même. L'énergie disponible n'est pas la même chaque jour. Et les coûts des activités changent au jour le jour. Si aujourd'hui, je sors de lit, ça me coûte une cuillerée, demain, ça va me coûter peut-être 5 pour sortir du lit. C'est pas facile. Le budget change à chaque jour, mais les coûts changent aussi à chaque jour pour faire la gestion de l'énergie, enveloppe d'énergie. En fait, pour les personnes avec EM, pas de cas, c'est zéro. Ils peuvent regarder la télévision, ils peuvent se vêtir, ils peuvent prendre les médicaments sans effort. C'est les personnes. Il n'y a pas pour les personnes normales. Pour les personnes qui ont le EM, chaque fois qu'ils se lèvent, chaque fois qu'on se lève du divan, du lit, on dépense de l'énergie pour ces efforts. Donc, il y a toujours un coût pour toutes les personnes avec l'impayé. Tout compte, donc on doit bien utiliser.
aucun coût n'est zéro. Et pour ces personnes, il y a des stratégies de conservation des efforts. Et il faut faire des aménagements pour réduire le coût des différentes activités. Par exemple, aller faire la commission, 4 cuillères. Mais on peut commander en ligne, on n'a pas besoin de sortir faire les commissions, faire les emplettes, hein. Il y a des choix en termes de si on beh, c'est sûr qu'on commande, on doit prendre le téléphone, personne qui prend à la maison. Donc c'est l'intensité, ça est-ce que ça va coûter 4 cuillerées ou, on peut travailler pour réduire les coûts de se faire un repas ou de des exemples et en fait la douche aussi, vous avez une chaise pour prendre la douche aussi. Avait permis pour les personnes atteintes de suffisamment perçues pour les, pas le stress de trouver un espace de stationnement ou de parking. Si vous avez une vignette pour les personnes avec, condition. Oh, je peux pas aller, en fait, dans tous les détails. Donc, on peut en fait, le DES, a douche, ils peuvent avoir un aspirateur robotique, en fait, vignette de stationnement. Les légumes, congelés, voilà. Vous avez des bouchons d'oreilles, en fait, avec pour les personnes. Pour réduire les bruits de fond, on a contrôlé, on fait réduire les volumes. Lunettes soleil, on fait réduire en fait, le rayon, solaire. Des fois, je demande même, prendre porte le lunettes soleil, en fait, dans des magasins, où une lumière, un éclairage assez fort, où il y a en fait, il y a des moi, ce que j'aime beaucoup, les bas, c'est les mêmes bas ici. Ce que j'aime, l'autre stratégie que j'aime beaucoup, le vêtement, le lavage. Toutes les bas doivent avoir la même couleur, donc on n'a pas besoin de faire l'assortiment après le lavage, après comme on a fait ici vous avez un chariot à plusieurs bacs, 3 bacs, que des gens ils peuvent avancer, ils n'ont pas besoin d'aller chercher tous leurs ustensiles et même le chariot avec eux dans la maison. Voici des exemples, des centaines de tuyaux, de petits conseils pour conserver de l'énergie, pour réduire l'intensité des efforts ou l'intensité de la lumière, surtout pour ces... le pacing, établir son allure, sa propre vitesse, le pacing, comment le faire. En général, il de mots importants. La durée de l'activité pour client avec un mode, et il va limiter l'intensité de l'activité. On parlait de l'effort ici. Et vérifier la durée et l'intensité. La durée de l'activité et l'intensité de l'activité détermineront combien d'espace que cette activité occupe en fait dans son enveloppe d'énergie. Moins d'intensité, plus- moins de durée. Donc, on a besoin de moins d'énergie, de reprendre, de piger dans l'enveloppe. Donc, dans le pacing, il faut regarder encore la durée, l'intensité est limitée, en fait. Euh, donc, on devrait le réduire de 50. L'action, de le réduire de 50%, et puis demande au client combien qui peut endurer, ensuite couper le de 50%. On a des stratégies de conservation. Stratégies de conservation. Combien de ces 6 efforts étaient présents pendant l'action? Donc, il y a 6 temps. Donc, le fractionnement de l'activité, si le client souhaite faire la soupe, mettre sur le cuisinière, il peut préparer les ingrédients la veille, ou plutôt dans la journée, donc on fractionne l'activité, hein. Il faut prévoir des repos, des périodes de repos. Le repos
nous permet de faire le plein. C'est pas juste une réaction, c'est une stratégie de prévention. Le repos doit être planifié. Et c'est pas toujours facile pour nos clients, en fait, de planifier le repos. On n'a pas l'habitude de prévoir le repos, de faire la planification. Donc, pour le pacing, pour établir l'allure qui convient, ou le rythme, trouver son rythme qui convient. Et aussi, je vais parler dans la prochaine diapositive, deux stratégies très précises pour le pacing. Les stratégies biofeedback et stratégie de l'autosurveillance, autosurveillance des symptômes. Commençons par le biofeedback, ce qui implique le contrôle le rythme cardiaque. Donc, surveiller la fréquence cardiaque, parce que pourquoi les personnes avec les MPE, les malades post-effort, dans ces clients qui sont atteints, ils ne peuvent pas se fier le cycle de production aérobique. Donc, 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 il faut maintenir le corps en dessous du seuil d'anaérobique. Anaérobique. Les deux cycles, anaérobique et le cycle d'énergie aérobique. En fait, anaérobique ne demande pas l'oxygène. On peut produire de l'énergie sans consommer de l'énergie. En fait, anaérobique. Dans la production aérobique, il faut consommer l'oxygène. Et c'est là où il faut certains efforts sont à déconseiller. Donc, donc on peut utiliser la fréquence cardiaque pour rester en deçà le seuil anaérobique. On n'essaie pas de solliciter la production aérobique. Donc, c'est toujours à promouvoir l'énergie anaérobique pendant les efforts physiques. On a le montre intelligent, en fait, il y en a plein, Apple, Fitbit. C'est pas uniquement la fréquence cardiaque. Il va regarder aussi les symptômes. C'est et c'est dans la montre intelligente, vous n'allez pas voir les symptômes. Donc, c'est pas la seule façon. Donc, on va regarder les symptômes. Il faut, en fait, on a la montre intelligente plus les symptômes. Et ce qu'il faut noter, cette stratégie ne s'applique pas à certains types d'activités sédentaires. On ne peut pas contrôler la fréquence cardiaque pour travailler sur l'ordinateur, ou pour parler, ou de mesurer les stimuli sensoriels, les sons, les odeurs, ou de l'effort cognitif ou sensoriel. Et c'est uniquement l'effort physique. Et comme toute autre stratégie, l'application de stratégie demande différents efforts. La stratégie demande des efforts. Effort cognitif pour reconnaître comment utiliser la montre intelligente. Lorsqu'on propose des interventions, des stratégies d'intervention qui peuvent être suivies par le client, mais si ça demande un effort d'intelligence, n'oubliez pas quand même, ce qui est important aussi, ce ne sont pas tous les clients qui veulent surveiller la fréquence cardiaque. Le service de fréquence cardiaque demande, il faut acheter la montre, il faut, savoir le lire aussi. C'est pas ce que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas appuyer sur le piton, en fait, à tout moment. D'autres personnes, j'ai des clients qui ont commencé à faire la surveillance de la fréquence cardiaque. Ils m'ont dit que ça ne leur plaît pas. Et ça devient trop une obsession. Donc, il faut éviter cette obsession dans les clients. Qu'est-ce qui fonctionne pour ces clients-là? C'est qu'est-ce qui convient aux clients et utilise d'autres suggestions qui conviennent à leur personnalité ou comment ils peuvent gérer leur propre. Donc, c'est pas tout le monde. C'est pour les personnes qui aiment faire contrôler. C'est sur les fondations Workwell, il y a un guide sur la gestion des activités avec un moniteur de fréquence cardiaque pour les personnes avec les MPA. C'est d'abord gratuit. Les lignes directrices sont disponibles comme c'est un protocole que moi j'utilise avec mes clients en fait j'ai pas besoin d'en parler en détail aujourd'hui, j'ai pas le temps d'en parler en détail. Les autres stratégies de pacing, en fait,
Il dit: «Comment la faire?» Une inclusion de reconnaître, donc donc il faut regarder les comment le faire, stratégiser autosurveillance des symptômes. L'autosurveillance, ou lorsqu'on est en train de faire une activité, faire un effort, il faut admettons que la personne, a un mal de tête ou un malheur, et l'important, c'est de prendre en considération les symptômes, mal de tête, il faut s'arrêter et écouter le corps. Est-ce Donc il faut s'arrêter avant qu'on malaise, on fait des courbatures, des maux de tête. Avec certains groupes de population, on recommande, OK, des gens de pousser les symptômes, le niveau de tolérance des malaises. Mais nous, on veut les arrêter, essayer de reconnaître les symptômes et arrêter avant. C'est une alerte. Les MPE, le risque est élevé pour ces patients. Donc, il faut éviter comme les mal de gorge, l'acouphène, mal de tête, étourdissement, etc. Il faut arrêter avant même qu'on commence à avoir la malaise. Moi, je demande aux clients de chercher à identifier c'est quoi les alertes, qu'est-ce qui vont cause des malheurs et des malaises. D'autres choses, les points additionnels. Les limites énergétiques sont différentes pour chaque personne. Elles peuvent fluctuer pendant la même journée. Le matin n'est pas la même chose que l'après-midi. C'est un appel d'écouter son corps et d'être flexible dans l'utiliser des symptômes. Et ce n'est pas une augmentation graduelle, c'est ça. Normalement, les gens impliquent que c'est une graduelle reprise d'activité, mais ce n'est pas une augmentation systémique d'activité. Pour eux, pacing, c'est utiliser l'énergie disponible en fait pour ne pas exacerber les risques. Finalement, le pacing exige le repos. Le mot clé que j'utilise, le repos est toujours productif et nécessaire. Et il faut faire partie, de l'activité du client. Donc le repos, encore une fois, 6 types d'efforts correspondent à 6, en fait, de physique, orthostatique, cognitif, social, émotionnel, plus que stimulation par rapport à des efforts. Moindre est la qualité du repos. Lorsqu'on identifie, en fait, pour le repos, on cherche à réduire le repos, diminue la stimulation. Ces clients peuvent se en fait, peuvent, se mettre, en fait, dans un client peuvent se rester allongés dans une personne sans bruit. D'autres clients ne peuvent pas se reposer. Le bruit, lorsque les personnes ont trop d'idées, le cerveau a trop d'activité, et et donc ça veut dire un effort, sensoriel, émotionnel. Il faut une stratégie pour chaque client pour minimiser la stimulation, pour maximiser la qualité de repos. Certains gens préfèrent écouter un podcast, avoir les moyens de vivre, les yeux fermés. Je mets l'accent là-dessus. Choisir le genre qui vous convient. Il faut donc trouver des stimulations moindres, trouver des choses calmantes pour réduire la charge cognitive, peut-être un volume faible pour moins d'efforts et les yeux fermés pour réduire l'effort visuel. Il faut trouver des façons de travailler avec les clients pour maximiser la qualité du repos en réduisant la stimulation et l'intensité de ces efforts durant le repos. Parlons maintenant du sommeil. Il faut vraiment penser au terme hygiène du sommeil et ce que cette approche suppose pour les clients. L'hygiène du sommeil, c'est assez courant comme terme. Nous nous en servons avec différentes clientèles, mais cette approche suppose qu'une personne est responsable de la qualité de son sommeil et que cette personne peut avoir un meilleur sommeil en faisant des bons choix. Donc, la responsabilité de l'hygiène du sommeil repose sur la personne. Mais pour une personne atteinte de MPE, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle fasse la même chose tous les jours, à tous les heures. Coûte que coûte, vous devez vous lever à 7 heures et vous coucher à 22 heures. Ça ne fonctionne pas avec les personnes qui ont MPE.
l'un des principes d'hygiène du sommeil qui met la responsabilité sur la personne pour gérer sa qualité de sommeil, eh bien, ça ne fonctionne pas. Certains clients avec un MPE vont peut-être se sentir fatigués, mais se sentir stimulés, trop stimulés pour pouvoir dormir. Et ça peut être un symptôme du MPE. Un des symptômes du MPE, c'est l'incapacité de s'endormir. C'est souvent le cas pour mes clients. C'est aussi courant pour les personnes atteintes de M d'avoir différentes heures d'éveil. J'ai des clients qui sont éveillés toute la nuit et ont dormi toute la journée, puisque leur rythme circadien est différent et c'est là que leur corps produit l'énergie et que leur corps a besoin de se reposer. Les clients ne pourront peut-être pas vous voir avant 11 heures et vont peut-être demander des rendez-vous tard dans la journée car leurs heures de réveil diffèrent. Voici des suggestions pour nos clients. Tout d'abord, il faut reconnaître et valider que leurs heures d'éveil et de sommeil seront différentes qu'avant d'avoir eu le... Il faut essayer de trouver une routine de sommeil, mais avant tout, il faut écouter son corps et rester flexible. Les clients me demandent souvent, lorsqu'ils se sentent fatigués à 18 heures, est-ce qu'il faut se forcer à rester réveillé ou il est possible d'aller se coucher? La réponse, c'est d'écouter son corps. Si le corps a besoin de dormir, eh bien, soit. Je vais faire une pause. Il y a beaucoup de personnes inscrites pour cette session, mais juste pour faire en sorte que des certifications remises, je vais demander à Carrie ou Sabrina de prendre des présences. Assurez-vous que votre nom de participant sur Zoom est votre nom complet. Parfois, certaines personnes ont le nom comme iPad d'Emily. Si vous avez besoin d'un certificat de participation, votre nom de participant sur Zoom doit être votre nom complet. Sabrina notera les participants. Votre certificat de participation devrait être émis d'ici décembre. Mais vous pouvez aussi communiquer avec ICANN CME si vous ne l'avez pas reçu. Sabrina, vous pouvez me donner un pouce en l'air lorsque vous aurez terminé de prendre la présence. C'est bon. Parfait. Poursuivons. Parlons maintenant du retour au travail. Un sujet très important pour les ergothérapeutes. Le retour au travail et le malaise post-effort. Selon l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, avec une enveloppe énergétique restreinte, des difficultés cognitives et la fluctuation des symptômes, plusieurs personnes atteintes de MPE ne sont pas en mesure de travailler même à temps partiel. Selon la clinique Mayo, jusqu'à 75% des personnes atteintes de M ne sont pas en mesure de travailler. Comme je l'ai dit plus tôt, dans mon expérience clinique, le pourcentage des personnes étant incapables de travailler avec le M est supérieur à 75%. Il faut donc penser aux attentes des clients. Quelles sont les attentes des médecins? Quelles sont les attentes des assureurs? Et quelles sont vos attentes en tant qu'ergothérapeute en fonction de ces données? La majorité des personnes atteintes d'EM ne seront pas en mesure de retourner au travail. Comment déterminer si un retour progressif au travail est possible? Je communique cette réalité aux assureurs lorsque je dois justifier pourquoi une personne doit euh, éviter le retour au travail. Voici les choses à considérer pour déterminer si un retour est possible avant tout. Il faut travailler avec les clients pour stabiliser l'enveloppe d'énergie. Il faut réduire la fréquence du MPU. Nous devons appliquer toutes les stratégies possibles de conservation d'énergie et de pacing dans les limites du client. Il faut vérifier qu'il y a peu ou aucun crash pendant une longue période de temps. Même avant de penser à la prochaine étape, l'objectif initial avec les clients, c'est d'atteindre un niveau d'activité, une alternance entre activité et repos, faisant en sorte qu'il y a très peu de crash, voire aucun crash pendant plusieurs mois. Pourquoi plusieurs mois? Car si on évalue seulement une semaine de la vie d'un client, et ça peut être une
relativement bonne semaine ou une relativement mauvaise semaine. Puisque le M fluctue, il faut plusieurs mois d'informations pour connaître la vraie enveloppe d'énergie d'un client au cours d'une longue période. Si possible, pour la majorité des clients, ce n'est pas possible, mais si c'est possible, on peut passer à la prochaine étape. Ensuite, on veut regarder l'équilibre occupationnel ou professionnel d'un client. Est-ce que l'équilibre professionnel est suffisant pour envisager des simulations de travail? Je vais vous expliquer un peu en quoi consiste l'équilibre occupationnel ou professionnel. Est-ce que les clients peuvent avoir une activité de loisir adaptée simulant le travail? On ne veut pas faire en sorte que le travail soit introduit au détriment des loisirs. Les loisirs sont importants, il ne faut pas faire fi des loisirs. Le client ne peut pas seulement se soigner et travailler. Il faut que les clients puissent aussi mener leurs activités préférées pour avoir une certaine qualité de vie. Donc, tout d'abord, il faut que l'enveloppe d'énergie soit stabilisée, qu'il y ait très peu de crash sur une longue période de temps et qu'il soit possible d'avoir un minimum de loisirs, d'engagement et d'intérêt personnel. Ensuite, il est possible de commencer des simulations de retour au travail. Comme pour tous les retours au travail, lorsqu'on a une blessure physique, il faut retourner au travail, il faut faire des simulations. Nous le faisons comme dans d'autres cliniques. C'est tout à fait la même chose avec les personnes qui ont le M. Et nous allons aussi utiliser des accommodements. Je reviendrai aux accommodements plus tard. Pour faire une petite simulation, il faut faire un départ et une durée, peut-être comme 15 minutes. Il faut envisager l'enveloppe énergétique du client. Il faut arrêter la simulation si il y a des signaux d'alarme. Une petite simulation de travail, voire 15 minutes, et ensuite, il faut calculer combien de temps ça prend pour revenir à son niveau de base après la simulation. Si les symptômes augmentent après la simulation, combien de temps a-t-il fallu pour que les symptômes reviennent à leur niveau de base? Après la simulation du travail, il faut savoir quel est l'effet sur les autres AVQ. Est-ce qu'ils ont été en mesure de mener leur journée comme au cours des derniers mois ou est-ce qu'ils ont dû réduire leur participation aux AVQ à cause de cette réduction de leur enveloppe d'énergie? Si tout va bien, répétez 3 à 4 jours plus tard. Pourquoi? 3 à 4 jours plus tard, selon la définition de MPE, il peut y avoir une apparition de MPE jusqu'à 3 ou 4 jours après l'effort. Ce ne sont pas des simulations qu'il faut faire tous les jours. Si la personne vit le MPE 2 jours plus tard, vous avez créé un problème. Donc, il faut répéter la simulation 3 ou 4 jours plus tard. Si c'est tolérable, on le répète à quelques reprises avec 3 à 4 jours d'intervalle. Si c'est encore tolérable, il faut passer peut-être à la prochaine étape. Est-ce qu'on souhaite augmenter la durée de la simulation ou avoir quelques simulations par semaine? Il faut travailler avec le client pour le déterminer. Si le client tolère un certain minimum. Si tout était possible et le client a 10 heures de simulation par semaine sans effet sur les AVQ, ou moins s'il y a une satisfaction avec une participation minimale dans des loisirs et des intérêts personnels. Et les clients ne vivent pas une augmentation de la fréquence du MPE. Ensuite, il est possible de parler du travail. Si le client ne tolère pas ces simulations, on ne recommande pas de procéder à un retour. Tout ce que je viens d'écrire n'est pas possible de le faire en 6 à 8 sessions. Ces étapes peuvent prendre des mois. Si vous avez un mandat d'un assureur pour 6 à 8 sessions, faire de la réadaptation et créer un plan de retour au travail, ce n'est pas réaliste pour les personnes atteinte de MPE. Quoi considérer si une personne envisage un retour au travail? Si vous avez atteint un nombre minimum d'heures à réaliser, l'objectif avec les accommodements, c'est de donner aux clients le plus grand contrôle possible sur leur enveloppe d'énergie. Le client contrôle le maximum leur enveloppe d'énergie pour faire 6 à 8 simulations par jour et de se reposer. Bon. Le télétravail, si le client n'a pas besoin de sortir, ce qui peut vraiment
économiser substantiellement l'enveloppe énergétique, il faut aussi faire la demande d'horaires flexibles. Pour les clients qui travaillent, ils devraient répartir leurs heures de travail durant la semaine sur leurs besoins et leur capacité. Certains clients doivent travailler moins quelques semaines ou augmenter leur nombre d'heures dans d'autres semaines car c'est un état qui fluctue. Si c'est possible, d'éviter le nombre précis d'heures par semaine. J'ai recommandé à certains clients de dire à leur employeur d'éviter les demandes de dernière minute. Je recommande que les clients reçoivent les demandes 2 jours à l'avance. Si un client avec un MPE travaille et qu'il reçoit un message pour réaliser une tâche pour le lendemain, les clients viennent de perdre leur contrôle sur leur enveloppe énergétique car il y a un effort imprévisible qui leur est imposé. Ils devront le gérer en très peu de temps. Donc, c'est un risque pour l'MPE. Donc, je dis toujours qu'il faut éviter les demandes de dernière minute. Tout dépend du milieu de travail. Et comme vous faites pour les autres clients, il faut recommander des pauses aux besoins durant la journée de travail. Mais je ne donne pas un nombre précis de pauses ou leur durée. Les clients devraient le déterminer en fonction de leur enveloppe énergétique fluctuante. Les accommodements visent à réduire l'effort dans 6 catégories. Il faut faire en sorte que les recommandations permettent aux clients d'apporter des changements aux besoins selon leur enveloppe énergétique fluctuante. Dans un plan de retour au travail, parfois, un client peut décider de participer à une réunion en personne selon leur état. Il devrait y avoir une marge de manœuvre. L'instruction devrait être claire, elle ne doit pas être vague, et il doit y avoir de la marge de manœuvre car il y a des fluctuations. Ce n'est pas parce qu'un client participe à une réunion qu'elle doit participer à toutes les réunions. Par défaut, le travail devrait se faire à distance ou la réunion à distance et occasionnellement, la personne devrait pouvoir participer à des réunions en personne. Vous allez pouvoir télécharger la présentation du site web ICANN CEM. J'ai mis des exemples d'accommodement. Par souci de temps, je ne vais pas tous les lire. Dans ces paragraphes, vous verrez ce que je viens de vous expliquer, mais dans un format de rapport. Je vais maintenant vous expliquer comment travailler avec les clients atteints de fatigue ou de malaise post-effort. Nous devons faire des accommodements lorsque nous travaillons avec des clients atteints de MPE. Que faire lorsque vous avez seulement 6 à 8 séances? C'est assez courant où je me situe que les assureurs vont donner des mandats à des cliniciens et leur imposer 6 à 8 séances. Et est-il possible de créer un plan de retour au travail par la suite? Que peut-on faire de façon réaliste dans 6 à 8 sessions? Voici 7 thèmes de session avec vos clients. Première session, l'enseignement ou l'éducation. Si vous avez relevé des signaux d'alarme ou durant l'entretien initial, le client vous a dit quelque chose à propos de l'atelier, peut-être que vous pouvez poser des questions et vous pouvez renseigner les clients sur les choses qu'ils vivent potentiellement. Il devrait y avoir des sessions qui portent sur les stratégies de pacing. Il faut aussi considérer le repos comme thème de session. Parler du sommeil, mais pas d'hygiène du sommeil. Regarder l'horaire professionnel aussi et de voir comment organiser un horaire professionnel avec l'intensité et les durées des efforts. Si vous devez condenser tout en une session, si c'est un autre organisme qui finance la réadaptation, il devrait y avoir au moins une session qui porte sur les stratégies de conservation des efforts. Faire le tour des AVQ, AVD et leurs environnements, leur rôle. Ce septième, euh, cette septième session devrait être en plusieurs sessions, idéalement. Des points à retenir, soyez flexible, adaptez-vous aux besoins des clients. Cette liste n'est qu'une suggestion. J'essaie
de m'adapter à la situation du client et j'aborde les choses les plus urgentes. Parler de l'adaptation de nos services pour les clients atteints de MPE. Lorsque vous réservez le rendez-vous, demandez au client quel est le moment de la journée préféré pour voir. Au lieu de dire que la prochaine plage disponible est mardi à 14 heures, vous pouvez poser la question au client, quelle heure de la journée fonctionne le mieux pour vous? Ensuite, vous pouvez suggérer des plages en fonction de ses préférences, sachant que l'énergie fluctue au cours de la journée. À certains moments, les clients seront plus prédisposés à vos rendez-vous. Lorsque vous donnez un rendez-vous, ne les faites pas attendre. Les clients atteints d'MPE ont consacré beaucoup d'énergie pour être à l'heure. C'est très difficile d'être présent à une heure précise, donc j'essaie de ne pas faire attendre ces clients. Sur le même sujet, il ne faut pas pénaliser un client en retard ou qui semble somnolent. Un client lutte contre des centaines de symptômes. Pour ces clients, c'est comme un marathon pour se rendre à un rendez-vous virtuel ou en personne. Si ces clients sont en retard ou semblent un peu endormis, ce n'est pas de leur faute. Il ne faut pas pénaliser des clients qui annulent leur rendez-vous à la dernière minute. Je n'ai pas de pénalité d'annulation avec un délai très court. Je vous explique pourquoi. Les clients qui se réveillent avec un MPE ou ont eu une semaine très occupée, imprévue, ne devraient pas payer un frais d'annulation ou devraient se forcer à participer à une session lorsqu'ils ont un MPE. Si nous travaillons avec les clients pour réduire les risques d'MPE, nous ne devrions pas pénaliser les clients s'ils annulent une séance pour se reposer ou pour éviter de provoquer un MPE. Donc, je vous recommande beaucoup de ne pas avoir une pénalité d'annulation pour cette clientèle. Évidemment, il faut prioriser les rendez-vous à distance ou par vidéoconférence. Ne forcez pas les clients à quitter leur domicile si vous n'avez pas besoin de faire des tests en personne, car sortir de la maison apporte toutes sortes d'efforts et c'est très difficile pour les clients de gérer leur enveloppe énergétique. Laissez les clients rester à la maison à moins que vous ayez à les voir pour quelque chose de physique ou manuel. Quoi faire durant les rendez-vous? Encourager les clients à se mettre dans une position préférée. L'effort orthostatique pourrait limiter la circulation sanguine cérébrale et limiter le fonctionnement cognitif. Demander au client de s'allonger, proposer au client de prendre des pauses ou d'arrêter la séance plus tôt si nécessaire. Si, après 30 minutes, les symptômes s'intensifient, laissez les clients arrêter et prendre des pauses au besoin. Parlez calmement et lentement, ce qui peut aider avec la tolérance cognitive. Offrez de l'information par écrit, permettant à un aidant ou une personne proche d'être présent, ce qui aide les clients à se souvenir de ce qui a été discuté, comme l'avons appris à l'école avec les interprètes et les traducteurs. Ne parlez pas à l'autre personne, parlez toujours directement au client, non à l'aidant. En fait, demandez l'avis du client au sujet du format de la session. Est-ce que c'était suffisant? Est-ce que c'était trop? Est-ce qu'il lui fallait changer l'éclairage? Et ainsi de suite. Le rôle de l'ergothérapeute est de fournir de l'information sur le profil fonctionnel. Comment évaluer le profil fonctionnel? Souvent, c'est nécessaire afin de pouvoir faire des recommandations aux assureurs, aux médecins et ainsi de suite. Parlons de l'information objective et subjective. Les choses à noter de l'entretien initial, unique pour les personnes atteintes de M. Vous menez votre entretien habituel et posez des questions pour plus de précision. Lorsque les clients expliquent comment leur AVQ sont accomplis, ils vont faire référence à leur bonjour. Les personnes avec le M ou possiblement un MPE vont avoir des niveaux d'énergie fluctuants et vont vous expliquer comment ils fonctionnent lors des bons jours, mais pas durant les mauvais jours. Il faut poser la question, est-ce qu'il s'agit de situations habituelles ou occasionnelles? Je pose souvent des questions sur la tolérance à la marche et
la tolérance à rester debout. Les clients doivent indiquer ce qu'ils peuvent tolérer sans vivre du MPE. Si un client déclare pouvoir marcher pendant 45 minutes, je vais dire d'accord. Qu'arrive-t-il après la marche? Est-ce qu'il faut se reposer longtemps? Est-ce qu'il est possible de pouvoir poursuivre avec les activités quotidiennes? Les clients vont dire non, je ne peux rien faire pour 2 jours par la suite et je peux seulement marcher pendant 45 minutes une fois par mois. Eh bien, ces clients n'ont pas une tolérance à 45 minutes de marche. Ce qu'un client peut tolérer, c'est ce qui est tolérable sans déclencher un MPE. Si un client fait une chose une fois par mois et il y a un malaise post-effort pendant 2 jours, eh bien, cette activité n'est pas dans leur capacité. Il faut toujours demander des précisions lorsque vous posez des questions aux clients, car vous allez voir la capacité perçue maximale, mais ce n'est pas leur vraie capacité. Il faut aussi poser la question aux clients s'ils ont trouvé une façon de prendre part dans leur loisir. Voici des observations objectives. Vous pouvez prendre des notes sur leur position physique durant le rendez-vous. L'apparence physique ne va pas toujours refléter l'enveloppe énergétique. Certaines personnes vont rester assis normalement car elles croient que c'est un manque de respect de rester couché. Parfois, ce que les personnes présentent ne représente pas leur capacité. C'est peut-être la première fois que la personne est habillée ou a pris sa douche durant la semaine. Vous pouvez noter des choses par rapport aux ajustements de l'environnement. Vous pouvez aussi noter s'il faut porter des lunettes de soleil, des bouchons, des écouteurs. Noter si les clients demandent de répéter souvent les questions. Est-ce que les clients perdent leurs mots? Est-ce qu'il est nécessaire euh, de leur rappeler leur mémoire? Est-ce que les clients montrent des signes d'effort après un certain temps? Est-ce qu'ils respirent profondément, plissent des yeux, se frottent le front? J'ai certains clients qui font des signes particuliers après un certain temps. Ce sont des indications, peuvent être des signes d'effort. Certains clients vont essayer de cacher leurs symptômes. La majorité des clients cachent leurs symptômes. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas des signes d'effort maximal, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas atteint ce stade. N'oubliez pas, dans la partie d'objectif de votre évaluation, de votre rapport, si vous demandez aux clients de remplir des questionnaires, s'ils ne remplissent pas le questionnaire ou s'ils ne remplissent pas leur outil de suivi d'activité, ce n'est pas par un manque de conformité, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de tolérance et les clients ne savent pas comment intégrer ces activités dans leur enveloppe énergétique. Nous devons adapter nos évaluations et travailler avec les clients pour obtenir l'information nécessaire dans les limites de leur enveloppe énergétique. Voici des outils que pouvons-nous utiliser. Je vous rappelle que le questionnaire de septembre de Paul est un outil de dépistage de MPE, mais ce n'est pas une solution miracle, mais ça peut faire partie de votre évaluation pour qualifier les effets d'un effort. Voici un exemplaire de la note de fonctionnalité Bell. Vous pouvez trouver cette ressource en ligne. Ici, le client peut donner une note à son fonctionnement. Voici une évaluation relativement nouvelle, FunCap, qui est la contraction entre capacité fonctionnelle en anglais, pour exprimer comment les niveaux d'effort dans différentes catégories influencent la journée. Il faut cocher chaque ligne, une note de 0 à 6. 0, impossible de le faire, jusqu'à 6, sans problème. Cette note peut vous donner à un médecin ou à un assureur une idée comment certains efforts sont tolérés. C'est la version 27 avec 27 points. Il y a aussi la version 55. Cette ressource est disponible gratuitement en cherchant FunCap 27 dans Google, téléchargeable en Word, PDF et dans différentes langues, notamment en français et en anglais. Il y a aussi une appli
FunCap que les clients peuvent télécharger, remplir sur leur téléphone et vous envoyer un PDF de leurs résultats. Ce n'est pas un outil parfait. Il n'y a pas d'outil parfait, mais cet outil peut aider votre analyse. Voici un outil que j'aime beaucoup par le centre Bateman Horns, le questionnaire sur les bons jours et les mauvais jours. Je n'ai pas le temps d'expliquer en détail comme je le souhaite. Je me sers de cet outil pour deux raisons. Tout d'abord, il y a les heures d'activité debout. Combien d'heures d'activité durant la journée que le client a les pieds au sol, assis ou debout, et pendant combien d'heures d'activité dans la journée les activités sont menées avec les pieds dans les airs, avec la tolérance orthostatique. J'encourage beaucoup les clients à amener cet outil à leur médecin pour les aider à communiquer leur invalidité. En bas, il est possible de donner des exemples de tâches à réaliser durant une bonne journée ou durant une mauvaise journée, des tâches impossibles à réaliser durant une bonne journée ou une mauvaise journée. Si le client dit que c'est une bonne journée, le médecin ne sait pas ce que ça veut dire. Ça peut aider le client à communiquer ce qu'est une bonne journée et une mauvaise journée, ce qui est possible et impossible. Donc, une journée relativement bonne à une journée relativement mauvaise en se comparant soi-même. Cette ressource est disponible gratuitement en ligne. C'est un PDF qu'on remplit. J'adore cette ressource. L'horaire professionnel ou occupationnel, c'est un peu comme une grille pour suivi d'activité. Avec les clients, je leur montre cette méthode. Nous allons travailler avec leur horaire occupationnel pour voir s'il est possible de faire le suivi. Nous allons utiliser un code couleur comme les feux de circulation pour mesurer les activités rouges au repos. Rouge, c'est l'effort le plus intense, c'est pas nécessairement mauvais. Jaune, ce sont des efforts modérés. Et vert, au repos. En utilisant ce code couleur, je peux regarder la fréquence et la durée du repos. Je peux calculer le nombre de repos et la durée. Je peux regarder l'intensité et la durée des efforts. Je peux voir combien il y a de rouge dans une journée par rapport au jaune. Avec un grand bloc d'activité en rouge, je peux voir le risque d'MPA. Je peux voir l'effet de l'effort sur les jours suivants. Je peux voir quand les clients ont leurs efforts en rouge les plus intenses et quand est-ce que ces efforts se produisent. Je peux regarder l'équilibre d'activité. Est-ce qu'il est possible de participer à des loisirs ou des intérêts? Certains clients n'ont pas la capacité de prendre part dans leurs activités ou leurs intérêts personnels. Le suivi des activités constitue un effort. C'est très exigeant. Certains clients ne sont pas en mesure de faire le suivi des activités. Je vais parler de la communication avec les médecins et les assureurs. Pour les clients atteints de M et de MPE, cette partie est un peu plus robuste. On ne peut pas nécessairement observer le M ou le MPE. Compte tenu de la longueur de certaines parties, cette partie-ci est plus longue pour nos clients. Et les questionnaires sont basés sur des rapports subjectifs. Donc, il y a certains éléments qu'on ne peut pas observer. Il faut croire ces clients, il ne faut pas remettre en question ce qu'ils affirment. Personne ne veut être dans cet état. Personne ne souhaite le M. Et ils n'ont aucun plaisir à déclarer leurs symptômes. Il faut donc les croire. N'oubliez pas, si vous voyez des clients qui ont fait quelque chose ou ont déclaré qu'ils ont fait quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont bien toléré ou que l'effort peut être répété. Le MPS, c'est une incapacité de se remettre de l'effort. Et on ne le voit pas. Si un client affirme avoir fait quelque chose ou vous les voyez faire quelque chose, ils viennent à la clinique, ils passent 10 minutes à parler à la réceptionniste. Je dis, bon, ils peuvent rester debout pendant 10 minutes. On ne sait pas ce qui s'est produit par la suite. Peut-être qu'ils ont eu un crash intense les journées qui suivent. Comment,
Comment démontrer les capacités fonctionnelles? C'est le rôle de l'ergothérapeute. D'autres professionnels peuvent nous aider à cet égard. J'ai mis de la terminologie importante ici. Dans les rapports, on parle des 6 types d'efforts, on parle de l'exacerbation des symptômes après un effort. Il y a l'enveloppe énergétique limitée, tolérance à l'effort et les conditions fluctuantes et épisodiques. J'utilise ces termes dans mes analyses pour justifier mes recommandations. Je ne vais pas passer en détail cet élément, mais quand vous téléchargez le document en PDF, vous allez voir que j'ai mis des éléments d'analyse pour mes rapports sur les capacités fonctionnelles et j'explique comment je peux justifier que le pronostic de retour au travail est faible et que le travail ne rentre pas dans l'enveloppe énergétique du client. C'est souvent les conclusions à mes analyses. Je ne parlerai pas d'évaluation de capacité fonctionnelle parce que vous les connaissez, mais est-ce qu'on doit mener ces évaluations de capacité fonctionnelle des CF pour les clients atteints de long COVID, de M ou de MPE? Est-ce que nous devrions mener ces évaluations en tout premier lieu? Pour le M, pour les personnes atteintes de MPE, la partie subjective est plus robuste que la partie euh, subjective. Il ne faut pas oublier que le MPE apparaît plus tard. La capacité fonctionnelle va avoir des effets durant les jours suivants. Et les épisodes répétés de MPE peuvent dégrader l'enveloppe énergétique du client. En tenant compte de ces éléments, est-ce que nous devrions mener des évaluations de capacité fonctionnelle si on soupçonne que le client a un MPE? La réponse courte, c'est non. C'est contre-indiqué. Les ECF sont contre-indiqués pour les personnes atteintes de M, car lorsque vous menez des protocoles de ECF, vous n'allez pas faire le suivi après l'évaluation et ne pouvez pas évaluer les conséquences de l'évaluation. Est-ce que le client a vécu un PF? Vous ne le savez pas. Une personne atteinte de M et respecte ses limites pour éviter les MPE devront interrompre un test lorsqu'il est impossible pour l'évaluateur de voir des signes objectifs d'effort maximal. Donc, l'évaluateur, non, le CF cherche des signes d'effort. Mais pour une personne qui connaît ces éléments déclencheurs, de MPE va s'arrêter avant que vous puissiez voir ces signaux. Dans ce cas-là, les clients seront soit pénalisés dans le rapport car ils ont interrompu le test volontairement sans signe d'effort maximal, ou le client choisira de terminer le test en dépassant l'enveloppe énergétique car les clients savent que vous les mettez à l'épreuve sans mesurer l'MPE. On va dire, bon, ils ont été capables de voir un bon résultat avec cet ECF normalisé. Donc, les clients devraient pouvoir répéter cet effort chaque jour, ce qui n'est pas le cas. J'ai inclus des références, mais les ECF sont contre-indiqués. Dans ces cas-ci, j'ai rédigé des lettres à des assureurs qui avaient recommandé des ECF pour mes clients et j'ai expliqué aux assureurs pourquoi il ne faudrait pas mener d'ECF car cela peut nuire à leur santé à long terme. Dernière petite note avant les questions. Je voulais parler des thérapies cognitivo-comportementales. C'est l'intervention de choix pour plusieurs affections, mais regardons le contexte de ces traitements dans le M et l'MPE. L'objectif du traitement cognitivo-comportemental, le TCC, cherche à trouver euh, des schémas mentaux et comportementaux difficiles, ce qui est lié à des réactions émotionnelles qui peuvent créer des difficultés. On présume que les schémas de pensée et que le système de pensée est biaisé et que les clients doivent travailler à cet aspect. C'est bon pour différentes affections, ça peut être très efficace, la TCC, mais s'il y a des ergothérapeutes qui font de la psychothérapie, et si nous pensons recommander de la psychothérapie, ou particulièrement le TCC, il faut voir ce que ça signifie pour un professionnel qui mène un TCC, ne comprennent pas l'MPE, vont penser
que c'est l'évitement des symptômes. Avoir la crainte de quelque chose se produit dans le passé et donc le client ne veut pas effectuer l'activité. Ce serait une analyse TCC du MPE et donc le thérapeute peut présumer qu'il y a des croyances de dysfonction liées à la maladie et que changer ses idées pourra amener euh, une rémission. Le traitement cognitivo-comportemental présume qu'il peut y avoir des changements après les interventions, alors que les clients essaient d'ajuster leur schéma de pensée, mais ce n'est pas le cas avec les personnes atteintes de M. En changeant leurs croyances, les personnes ne vont pas se remettre parce que ce n'est pas une condition liée à des pensées. Un TCC peut déterrer la condition d'une personne si on encourage les personnes à ignorer leurs signaux d'alarme. Donc, si vous avez des clients que vous pensez peut-être avoir une MPE et qu'ils ont la thérapie cognitivo-comportementale, il faut leur expliquer quels sont les objectifs de la thérapie cognitivo-comportementale. Ce n'est pas une intervention appropriée pour le MPE. La fatigue peut être physiologique et non psychologique. La fatigue en EM est physiologique et n'est pas psychologique. Les preuves scientifiques ont démontré que des dommages considérables ont été causés aux clients euh, atteints de MPE pour lesquels on a essayé d'utiliser la TCC pour les guérir. Donc, la TCC n'est pas un remède au MPE. Il est possible de trouver de l'information en ligne, comme la TCC, comme traitement pour l'MPE ou pour le SFC, mais cela va à l'encontre des bonnes pratiques actualisées. Je vais vous expliquer mon rôle, le rôle de l'ergothérapeute, dépistage d'MPE, analyse de la tâche, conservation d'énergie. Le retour au travail n'est pas nécessairement un objectif pour les personnes atteintes d'MPE. Je fais de l'éducation auprès des clients, des proches. J'ai rencontré des clients avec des proches à plusieurs reprises, plus que je pensais. Je fais aussi de plaider d'éducation. Je parle aux médecins. Je peux parler aux spécialistes. J'ai parlé à des internistes. J'ai fait de la sensibilisation auprès des assureurs et des équipes médicales. J'ai rédigé des lettres. Je fais de la sensibilisation par mes rapports. J'aide mes clients à communiquer avec leurs médecins et leurs assureurs. Le M est difficile à mettre en mots. Parfois, ces questionnaires peuvent être très utiles pour les clients et j'aide les clients avec la terminologie pour communiquer leur expérience. J'aide les clients à faire des demandes aux programmes gouvernementaux, des permis de stationnement, d'accessibilité, de transport adapté. Je ne vais pas vous donner tous les détails ici, mais j'ai donné des exemples. Si vous avez une approche multidisciplinaire, ce que les autres professionnels peuvent faire pour aider un client atteint de M. Voici certains points clés. Notre approche habituelle en tant qu'ergothérapeute et ce que nous avons appris à l'école, c'est d'aider les clients à augmenter progressivement leur activité et d'éviter des schémas de pensée négatifs. Mais avec les personnes atteintes de M, c'est différent. Il faut respecter l'enveloppe énergétique du client, il faut respecter l'acceptation du client et son état de deuil. Il faut respecter ce que le client déclare, même si nous ne l'avons pas observé. Nous n'observerons pas la majorité des choses vécues par les clients. Nous devons nous fier à leur rapport. Il faut reconnaître les préjugés discriminatoires, comme le capacitisme. Il faut voir quelles sont les attentes réalistes dans ces circonstances. Pour les personnes atteintes d'un PE, il faut recommander des listes de choses à faire sans déclencher le MPE. Notre objectif est de minimiser le risque de déclencher l'MPE et ne forcez pas le retour au travail. Les médecins et les assureurs ne s'intéressent qu'au retour au travail. Je m'excuse, mais on ne peut pas forcer nos clients à retourner au travail. Notre travail est de ralentir le rythme et de penser à éviter la répétition de MPE. Pour la COVID longue, certains thérapeutes ont posé des questions et on veut entendre parler d'histoires de réussite en COVID longue ou de M. Est-ce qu'on peut partager des cas de retour au travail? Un client qui retourne au travail n'est pas nécessairement un cas de réussite. La réussite avec la gestion de M, c'est de réduire la fréquence de MPE. Souvenez-vous de la définition du succès de réadaptation et de l'amélioration.
C'était la stabilité. C'est ça la réussite avec le MPE. Ce n'est pas parce que le client ne retourne pas au travail que vous avez échoué en tant que professionnel. Ces personnes ne pourront pas retourner au travail dans la majorité des cas à cause de leur affection. Il ne faut pas oublier que les évaluations de capacité fonctionnelle sont contre-indiquées pour les clients. Pour les prochaines étapes, consultez cette présentation lorsqu'elle sera à votre, quand elle sera à votre disposition en ligne. Vous avez peut-être d'anciens clients qui ont peut-être des MPE. Faites le dépistage de malaise post-effort pour tous les clients qui déclarent des signes de fatigue. Si vous voyez d'autres indicateurs dans vos mandats, faites le dépistage d'MPE pour éviter les approches thérapeutiques dangereuses, car les approches traditionnelles vont porter atteinte aux clients dans ces cas-ci. Envoyez-moi des questions au besoin si vous pensez que votre groupe ou votre cohorte pourrait profiter de cette présentation. Veuillez communiquer à ICANN CME. Il est possible de donner des présentations en anglais ou en français. Nous serons heureux de travailler avec différentes équipes qui croient que d'autres membres de vos équipes pourraient bénéficier de cette présentation.